L'expérience humaine est si variée et à la fois si unique. Nous sommes si différents et à la fois tellement similaires que nous pourrions trouver dans ce qui nous différencie, ce qui nous unit. Je suis en Algérie, là, juste avant l'indépendance. Ma mère rentrait du boulot, elle a vu une de ses amies poignardée. Du coup, ça a déclenché son accouchement, quoi. Et en fait, je suis prématuré. Du coup, ils m'ont mis en couveuse. Et puis, l'hôpital où j'étais, bah, il a été plastiqué par l'OAS. Donc, du coup, ils ont prévenu tout le monde d'évacuer l'hôpital. Et après, ils m'ont mis dans un autre hôpital. Et là, ils m'ont mis dans une autre couveuse. Ils ont mis l'oxygène trop fort. Et c'est pour ça que je suis aveugle. Est-il possible pour une personne aveugle de produire des images visuelles dans son esprit ou de voir dans ses rêves? Ces personnes aimeraient-elles voir? J'ai voulu explorer ces questionnements avec des personnes non-voyantes qui sont devenues aveugles et avec d'autres qui n'ont jamais vu. C'était pendant la guerre, là, et c'était juste un peu avant l'indépendance. Et après, l'amie, je sais pas pourquoi et par qui elle s'est fait poignarder, l'amie de ma mère. C'était sa meilleure amie, et du coup, ben voilà, elle a été choquée, et ça a déclenché l'accouchement plus tôt que prévu, parce que normalement, j'aurais dû naître en septembre, et normalement, j'aurais dû naître après l'indépendance, en fait. Et du coup, tu as perdu la vue alors? Ben, en fait, j'ai jamais vu, pour le coup, parce qu'ils ont mis l'oxygène trop fort, et ça m'a brûlé ça m'a brûlé les yeux, enfin le nerf optique et tout ça, enfin les yeux, etc., etc. Mais j'ai pas de maladie proprement dite, en fait. Enfin, pour toi, en fait, c'est ta réalité. Du coup, c'est comme si tu étais aveugle de naissance, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, pour moi, c'était normal d'être comme ça, quoi. En fait, j'ai pas, n'ayant pas connu autre chose, eh ben, pour moi, c'était normal, naturel d'être comme ça. Où tu as grandi? Est-ce que c'était en Algérie ou est-ce que c'était en France? Non, c'était en France, parce que mes parents, ils sont partis en fin septembre. J'ai pris l'avion, j'avais 3 mois. Et du coup, bon, j'ai vécu en France. Alors au début, comme il n'y avait pas de place dans une école, dans l'école spécialisée, au début, j'étais avec ma sœur à l'école. Du coup, tous mes copains voyaient. Et après, quand il y a eu enfin de la place pour m'accueillir, je suis rentré dans cette école d'aveugles, en fait, à Saint-Mandé. Et là, c'était un choc. Un choc, pourquoi? C'était un choc parce que quand je suis arrivé, il y a un gars qui me connaissait pas, qui est venu vers moi, il m'a mis les mains sur le visage comme ça, sans rien me demander. Donc du coup, il m'a touché le visage. Je lui ai dit, mais tu fais quoi, toi? Tu fais quoi? Moi, j'étais pas habitué. J'étais pas habitué à ça, quoi. Enfin, voilà. Il me dit, bah, je regarde comment t'es. Je fais OK. Euh, et je me suis dit, oulala, mais je suis tombé où, quoi? Voilà, ça m'avait, sur le coup, ça m'avait un peu choqué. Et après, quand on m'a mis un livre en braille entre les mains, alors là, c'était la catastrophe. Là, j'ai jeté le livre. Je dit, mais c'est quoi ce truc? Pourquoi ça gratte les doigts? C'est bizarre, quoi. Le fait de côtoyer d'autres aveugles qui ont d'autres codes, c'est ça qui a été difficile? Oui, c'est ça. C'est ça. Je pense que j'ai eu en quelque sorte, j'étais métissé, aveugle voyant quelque part. parce que, j'étais étonné de l'attitude de certains aveugles, et en même temps, je faisais partie des leurs, on va dire. Mais j'avais vécu ma petite enfance avec des personnes voyantes. Moi j'avais ma soeur, que j'étais super proche d'elle et tout, on était toujours ensemble, quoi. Donc c'est elle qui m'a appris à marcher en quelque sorte. Après ça a été tout seul, puis en plus les potes que j'avais, voilà, c'était pas du style à toucher le visage, à avoir des attitudes bizarres, donc du coup ça m'a rassuré, je me suis dit bon c'est bon, ils sont pas tous comme ça. Et du coup, oui, je me suis vite adapté. Après, j'ai aimé lire et tout ça. J'ai appris le pouvoir des mots,
À partir du moment où je savais écrire, j'ai commencé à faire des poèmes, j'inventais des histoires. Quand tu écris, souvent tu te déshabilles, hein, tu te dévoiles, tu te livres. Si tu es lu, tu te livres en fait. Et en fait, mais en même temps, l'écriture, c'est une espèce de thérapie, entre guillemets, parce que t'es face à une feuille et du coup, tu y mets ce que tu veux, ce que tu ressens, Et puis j'ai écrit... j'ai jamais trop écrit la musique, parce que la musique, elle est dans ma tête. Est-ce que tu pourrais nous partager un moment musical Oui, bien sûr, avec le piano qui est derrière toi? bien sûr, pas de problème. Si je me projette dans l'existence de José, j'observe que ce que nous pouvons imaginer comme étant insurmontable peuvent cacher une intime beauté et des expériences uniques. José compose avec ce qu'il est et avec les partitions qui lui ont été données à la naissance. Il me dit que la musique est dans sa tête. Mais qu'entend-il? Dans ces symphonies qu'il perçoit, qu'il ressent, y a-t-il un univers visuel? Et peut-il le conceptualiser? C'était de l'impro ce que tu as fait? Oui. Et en fait, tu entends la musique et tu la reproduis ou comment ça se passe? En fait, je suis un éternel frustré, parce que j'entends plein de trucs dans ma tête que je peux pas forcément reproduire. Euh, J'entends des orchestres dans ma tête, j'entends des violons, j'entends des basses, j'entends des batteries, enfin, des tas de trucs. Et je peux pas. Alors j'essaie de les rendre à ma façon au piano, quoi. Alors du coup, je pars dans mes délires. J'ai l'impression que ma tête, c'est du son, en fait. Ma pensée, c'est du son. Souvent, c'est pas à la hauteur de mes pensées, ce que je réalise au piano. Des fois, ça m'énerve. Mais oui, j'ai vraiment la musique en moi. Et donc du coup, tu as tout ça qui se passe dans ta tête. Et moi, ça m'amène à une question. Ce que tu vois dans tes rêves? Oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, alors, je vais pas voir, par exemple, les couleurs, puisque je sais pas ce que c'est. Mais par exemple, si je suis sur une route, par exemple, si je conduis, eh ben, je vais éviter les obstacles, parce que... mais c'est pas vraiment en voyant, puisque je ne connais pas ce qu'est la vue, donc j'ai pas d'image mentale, j'ai une image tactile. Je vais avoir la sensation de sentir sous mes doigts, dans mon rêve, la surface de la route, par exemple. Et s'il y a un arbre à un moment donné, du coup, je vais l'éviter. Je vais sentir la masse de l'arbre devant moi. Du coup, c'est tes autres sens qui vont décrire dans des images mentales? Oui, c'est ça. Ça va être des images sonores, tactiles, et pas des images au sens où tu l'aperçois toi, quoi, en fait. D'accord. Et tu parles souvent de couleurs. Du coup, les couleurs, tu ne peux pas les conceptualiser, c'est ça que tu dis? Oui, c'est ça. Il y a tellement de nuances dans les couleurs que de toute façon, ça sera erroné, ça sera faux.
ma représentation. Donc du coup, c'est pour ça que je me représente pas de couleur. Puisque je ne comprends pas, tout simplement, ce qu'une couleur peut apporter. Puisque je ne l'aperçois pas. Il y a souvent des gens qui me posent des questions, par exemple, ben, comment tu... Quand on voit pas, en fait, c'est comment on est dans le noir, ben, je vais répondre, ben, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'est le noir. Pour moi, c'est un mot. Pour moi, elle n'existe pas, en fait. Comment tu l'as fait exister? Je l'ignore poliment. Voilà. Puisque je peux pas me la représenter, la couleur, du coup, je l'ignore poliment. Comment tu conceptualises, puisque la difficulté que tu as à conceptualiser les couleurs, j'imagine que ça peut être assez difficile aussi à conceptualiser la vue. Alors, la vue, pour moi, c'est un grand mystère. Pourquoi les gens accordent-ils tant d'importance à ça? J'ai pas mon propre jugement sur la vue. Et comme chacun va me décrire ce qu'il voit avec son unicité, c'est difficile de faire le tri et de me faire une image, quoi, en fait. C'est ça, quoi. Alors, et alors, moi, il y a un truc qui me fascine, par exemple, c'est que le regard, c'est pas quelque chose qu'on peut toucher. C'est pas quelque chose qu'on peut. Ça n'a pas d'odeur, un regard, ça n'a pas de. Enfin, ça n'a pas de consistance physique, de matière, enfin de matière, on va dire. Et pourtant, on suit un regard et on peut montrer quelque chose avec un regard. Et ça, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre et que j'aimerais tellement comprendre et tellement ressentir. Et toi, peut-être que tu perçois pardon, la vue sans l'avoir jamais identifiée. Ouais, c'est possible. Si on ferme les yeux et qu'on se concentre, on peut voir les yeux fermés. Comme toi, tu peux entendre des sons que personne n'entend. Ouais. Et oui. Et c'est en ça que ça pose question. Est-ce Et que oui. tu vois sans tes yeux? C'est passionnant, ça c'est vraiment à creuser parce que c'est pour ça que si on me dit, si on me proposait de retrouver la vue demain, mais j'aurais une trouille d'enfer parce que je me dirais, mais enfin, d'une part, il faudrait tout réapprendre et si ça se trouve, ben, en profondeur, hein, ça ne changerait pas grand-chose. Ça se trouve, je m'apercevrais qu'en fait, j'ai toujours vu. J'en sais rien. Je sais pas. Mais ouais, c'est drôle, c'est chouette comme question, là. C'est pas... Ouais. Après, après, par exemple, quelqu'un qui est sourd, par exemple, mais sourd profond, hein, qui vraiment n'entend rien, ben, je pense pas que dans son esprit, il entende des sons, en fait. Et comment Donc, tu peux le savoir? ben, parce qu'il sait pas ce que c'est qu'un son. Donc tu sous-entends que puisque tu ne sais pas ce que c'est que de voir, tu ne vois pas. Je pense. Je pense. Mais puisque tu ne sais pas ce qu'est la vue, tu ne peux pas l'identifier. Et ben voilà, je peux pas en être sûr. Mais c'est ça, non mais c'est ça qui est passionnant parce que tu te dis mais waouh, est-ce que, enfin, c'est incroyable. C'est Est-ce que tu aimerais voir? alors, je vais te dire intellectuellement oui, j'aimerais voir ce qu'est la vue. J'aimerais comprendre, j'aimerais pouvoir m'émerveiller par exemple sur le ciel ou sur quelque chose dans la nature ou quelque chose ou un visage, le visage de mes enfants, le sourire de mon épouse. Euh, ouais, j'aimerais bien ça. Mais pratiquement, mais comme j'aurais tout à apprendre et que je suis plus très jeune, ben, est-ce que je me demande si je m'en sortirais, quoi. Et si j'aurais assez de temps pour tout apprendre. Qu'est-ce que tu aurais à apprendre?
Ben, par exemple, la forme des objets. La forme des objets, si par exemple on me met un verre devant moi, qu'on me le dit pas bien sûr, et que par exemple on me dit ne touche pas pour savoir ce que c'est, ben, au début je vais pas savoir ce que c'est un verre. Toi, si tu avais le choix aujourd'hui, tu ne voudrais pas voir particulièrement? Non. Ça n'est pas indispensable. Ça serait peut-être plus confortable à certains aspects, mais ça, c'est pas quelque chose de vital. Tu es dans l'acceptation de ce que tu vis et tu n'es plus, avec la sagesse peut-être de ton âge, dans la projection de quelque chose qui te manque ou que tu aurais envie de découvrir. C'est ça, c'est ça. Mais dans l'acceptation véritable. Pas dans la résignation, dans l'acceptation, ouais. C'est ça. Si quelqu'un naît, par exemple, avec des sens en moins, il va forcément s'adapter et vivre de la manière, enfin, comme il pourra, mais en tout cas vivre, alors que quelqu'un qui va connaître ces sens-là et perdre ses sens, il va pas forcément s'en relever.